René Guénon, La Grande Triade. Chapitre 16. Le Ming-Tang. Vers la fin du 3e millénaire avant l'ère chrétienne, la Chine était divisée en 9 provinces, suivant la disposition géométrique figurée ci-contre, une au centre, 8 aux 4 points cardinaux et aux 4 points intermédiaires. Petite note. Le territoire de la Chine semble avoir été compris alors entre le fleuve jaune et le fleuve bleu. Fin de la note. Cette division est attribuée à Yu le Grand, Ta Yu, qui, dit-on, parcourut le monde pour mesurer la terre. Et cette mesure s'effectuant suivant la forme carrée, on voit ici l'usage de l'équerre attribué à l'empereur comme seigneur de la terre. Petite note. Il est au moins curieux de constater la ressemblance singulière qui existe entre le nom et l'épithète de Yu le Grand et ceux de Hu Gadarn, de la tradition celtique. Faut-il en conclure qu'il y a là comme des localisations ultérieures et particularisées d'un même prototype qui remonterait beaucoup plus loin et peut-être jusqu'à la tradition primordiale elle-même ? Ce rapprochement n'est d'ailleurs pas plus extraordinaire que ce que nous avons rapporté ailleurs au sujet de l'île des 4 mètres, visitée par l'empereur Yao, dont précisément Yu le Grand fut tout d'abord le ministre. Voir notre livre Le Roi du Monde, chapitre 9. Seconde note. Cet équerre est à branches égales, comme nous l'avons dit, parce que la forme de l'empire et celle de ses divisions étaient considérées comme des carrés parfaits. Fin de la note. La division en 9 lui fut inspirée par le diagramme appelé Lo Shu, ou écrit du lac, qui, suivant la légende, lui avait été apporté par une tortue, et dans lequel les 9 premiers nombres sont disposés de façon à former ce qu'on appelle un carré magique. Quelques notes. L'autre diagramme traditionnel appelé Ho Tu, ou tableau du fleuve, et dans lequel les nombres sont disposés en croisée, est rapporté à Fohi et au dragon, comme le Loshu l'est à Yu le Grand et à la tortue. Deuxième note. Nous sommes obligés de conserver cette dénomination, parce que nous n'en avons pas de meilleure à notre disposition, en parlant du carré magique. Mais elle a l'inconvénient de n'indiquer qu'un usage très spécial, en connexion avec la fabrication des talismans. Des carrés numériques de ce genre, dont la propriété essentielle est que les nombres contenus dans toutes les lignes verticales et horizontales, ainsi que dans les 2 diagonales, donnent toujours la même somme. Dans le cas considéré ici, cette somme est égale à 15. Fin de la note. Par là, cette division faisait de l'Empire une image de l'univers. Dans ce carré magique, le centre est occupé par le nombre 5, qui est lui-même le milieu des 9 premiers nombres, et qui est effectivement, comme on l'a vu plus haut, le nombre central de la Terre, de même que 6 est le nombre central du ciel. Quelques notes. Si au lieu des nombres on place le symbole yin-yang au centre et les 8 kuas ou trigrammes, dans les autres régions, on a, sous une forme carrée ou terrestre, l'équivalent du tableau de forme circulaire ou céleste, où les kuas sont rangés habituellement, soit suivant la disposition du ciel antérieur, Xian-Tien, attribué à Fohi, soit suivant celle du ciel postérieur, Keu-Tien, attribué à Wenwang. D'autre part, le produit de 5 par 9 donne 45, qui est la somme de l'ensemble des 9 nombres contenus dans le carré et dont il est le milieu. Également, nous rappelons à ce propos que 5 plus 6 égale 11 exprime l'union centrale du ciel et de la terre. Dans le carré, les couples de nombres opposés ont tous pour somme 10 égale 5 fois 2. Il y a lieu de remarquer encore que les nombres impairs, ou yang, sont placés au milieu des côtés, points cardinaux, formant une croix, aspect dynamique, et que les nombres pairs ou yin sont placés aux angles,
les points intermédiaires, délimitant le carré lui-même, l'aspect statique. Fin de la note. La province centrale, correspondant à ce nombre et où résidait l'empereur, était appelée Royaume du Milieu, Chung Kuo. Petite note. Voir le royaume de Mid ou du Milieu dans l'ancienne Irlande, mais celui-ci était entouré seulement de 4 autres royaumes correspondant aux 4 points cardinaux. Voir notre livre Le Roi du Monde, chapitre 9. Fin de la note. Et c'est de là que cette dénomination aurait été par la suite étendue à la Chine tout entière. Il peut d'ailleurs, à vrai dire, y avoir quelques doutes sur ce dernier point, car de même que le royaume du Milieu occupait dans l'Empire une position centrale, l'Empire lui-même, dans son ensemble, pouvait être conçu dès l'origine comme occupant dans le monde une semblable position. Et cela paraît bien résulter du fait même qu'il était constitué de façon à former, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une image de l'univers. En effet, la signification fondamentale de ce fait, c'est que tout est contenu en réalité dans le centre, de sorte qu'on doit y trouver, d'une certaine façon, et en archétype, si l'on peut s'exprimer ainsi, tout ce qui se trouve dans l'ensemble de l'univers. Il pouvait donc y avoir ainsi, à une échelle de plus en plus réduite, toute une série d'images semblables disposées concentriquement, et aboutissant finalement au point central même où résidait l'empereur, qui, ainsi que nous l'avons dit précédemment, occupait la place de l'homme véritable, et en remplissait la fonction comme médiateur entre le ciel et la terre. Quelques notes. Lorsqu'on dit une série d'images semblables, ce mot doit être pris ici au sens précis qu'a en géométrie le terme de figure semblable. D'autre part, on peut trouver d'autres exemples traditionnels d'une semblable concentration par degrés successifs. Et nous en avons donné d'ailleurs un qui appartient à la Kabbale hébraïque, que nous citons. Le tabernacle de la sainteté de Jéhovah, la résidence de la Shekinah, est le saint des saints, qui est le cœur du temple, qui est lui-même le centre de Sion, Jérusalem. Comme la sainte Sion est le centre de la terre d'Israël, comme la terre d'Israël est le centre du monde. Voir notre livre Le Roi du Monde, chapitre 9. Chapitre 6. Fin des notes. Il ne faut d'ailleurs pas s'étonner de cette situation centrale attribuée à l'Empire chinois par rapport au monde entier. En fait, il en fut toujours de même pour toute contrée où était établi le centre spirituel d'une tradition. Ce centre, en effet, était une émanation ou un reflet du centre spirituel suprême, c'est-à-dire du centre de la tradition primordiale dont toutes les formes traditionnelles régulières sont dérivées par adaptation à des circonstances particulières de temps et de lieu, et par conséquent, il était constitué à l'image de ce centre suprême auquel il s'identifiait en quelque sorte virtuellement. C'est pourquoi la contrée elle-même qui possédait un tel centre spirituel, quelle qu'elle fût, était par là même une terre sainte, et comme telle était désignée symboliquement par des appellations telles que celle du centre du monde ou de cœur du monde, ce qu'elle était en effet pour ceux qui appartenaient à la tradition dont elle était le siège, et à qui la communication avec le centre spirituel suprême était possible à travers le centre secondaire correspondant à cette tradition. Petite note. Nous avons donné tout à l'heure un exemple d'une telle identification avec le centre du monde en ce qui concerne la terre d'Israël. On peut citer aussi, entre autres, celui de l'ancienne Égypte. Suivant Plutarque, les Égyptiens donnent à leur contrée le nom de Chémia, Kémi ou terre noire, d'où est venue la désignation de l'alchimie, et la compare à un cœur. Cette comparaison, quelles que soient les raisons géographiques ou autres qui aient pu en être données exotériquement, ne se justifie en réalité que par une assimilation au véritable cœur du monde.
Fin de la note. Le lieu où ce centre était établi était destiné à être, suivant le langage de la Kabbale hébraïque, le lieu de manifestation de la Shekinah ou présence divine. Petite note. C'est là ce qu'était le temple de Jérusalem pour la tradition hébraïque, et c'est pourquoi le tabernacle ou le Saint des Saints était appelé Mishkan ou habitacle divin. Le grand prêtre seul pouvait y pénétrer pour remplir, comme l'empereur en Chine, la fonction de médiateur. Fin de la note. Nous reprenons. Le lieu où ce centre était établi était destiné à être, suivant le langage de la Kabbale hébraïque, le lieu de manifestation de la Shekinah ou présence divine, c'est-à-dire, en termes extrême-orientaux, le point où se reflète directement l'activité du ciel, et qui est proprement, comme nous l'avons vu, l'invariable milieu, déterminé par la rencontre de l'axe du monde avec le domaine des possibilités humaines. Petite note. La détermination d'un lieu susceptible de correspondre effectivement à cet invariable milieu relevait essentiellement de la science traditionnelle que nous avons déjà désignée en d'autres occasions sous le nom de géographie sacrée. Fin de la note. Et ce qu'il est particulièrement important de noter à cet égard, c'est que la Shekinah était toujours représentée comme lumière, de même que l'axe du monde était, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, assimilé symboliquement à un rayon lumineux. Nous avons dit tout à l'heure que comme l'Empire chinois représentait dans son ensemble, par la façon dont il était constitué et divisé, une image de l'univers, une image semblable devait se trouver dans le lieu central qui était la résidence de l'empereur. Et il en était effectivement ainsi. C'est le Ming Tang que certains sinologues, ne voyant que son caractère le plus extérieur, ont appelé la maison du calendrier, mais dont la désignation en réalité signifie littéralement temple de la lumière, ce qui se rattache immédiatement à la remarque que nous venons de faire en dernier lieu. Petite note. Il y a lieu de rapprocher le sens de cette désignation du Ming Tang de la signification identique qui est incluse dans le mot loge, ainsi que nous l'avons indiqué ailleurs dans Aperçu sur l'initiation. D'où l'expression maçonnique de lieu très éclairé et très régulier, à voir dans le Roi du Monde. D'ailleurs, le Ming Tang et la loge sont l'un et l'autre des images du cosmos. Loka, au sens étymologique de ce terme sanskrit, considéré comme le domaine ou le champ de manifestation de la lumière. Voir le règne de la quantité et les signes des temps. Il faut encore ajouter ici que le Ming Tang est figuré dans les locaux d'initiation de la Tien Ti Wei. Une des devises principales de celle-ci est « détruire l'obscurité » Ting, restaurer la lumière Ming, de même que les maîtres maçons doivent travailler à répandre la lumière et rassembler ce qui est épars. L'application qui en a été faite dans les temps modernes aux dynasties Ming et Qing par homophonie ne représente qu'un but contingent et temporaire assigné à certaines des émanations extérieures de cette organisation, travaillant dans le domaine des activités sociales et même politiques. Fin de la note. Le caractère Ming est composé des deux caractères qui représentent le soleil et la lune. Il exprime ainsi la lumière dans sa manifestation totale sous ces deux modalités directes et réfléchies tout à la fois. Car bien que la lumière en elle-même soit essentiellement yang, elle doit, pour se manifester, revêtir comme toute chose deux aspects complémentaires qui sont yang et yin, l'un par rapport à l'autre, et qui correspondent respectivement au soleil et à la lune, puisque dans le domaine de la manifestation, le yang n'est jamais sans le yin, ni le yin sans le yang. Petite note. Ce sont, dans la tradition hindoue, les deux yeux de Vaishwanara, qui sont respectivement en relation avec les deux courants subtils de la droite et de la gauche, c'est-à-dire avec les deux aspects yang et yin de la force cosmique dont nous avons parlé plus haut. Voir l'homme et son devenir selon le Vedanta. La tradition extrême orientale les désigne aussi comme l'œil du jour
l'œil du jour et l'œil de la nuit. Et il est à peine besoin de faire remarquer que le jour est yang et la nuit yin. D'autre part, nous nous sommes déjà amplement expliqués ailleurs sur la signification proprement initiatique de la lumière, dans Aperçu sur l'initiation. À propos de la lumière et de sa manifestation centrale, nous rappellerons aussi ce qui a été indiqué plus haut au sujet du symbolisme de l'étoile flamboyante représentant l'homme régénéré résidant dans le milieu et placé entre l'équerre et le compas qui, comme la base et le toit du Ming Tang, correspondent respectivement à la terre et au ciel. Fin de la note. Le plan du Ming Tang était conforme à celui que nous avons donné plus haut pour la division de l'Empire, c'est-à-dire qu'il comprenait 9 salles disposées exactement comme les 9 provinces. Seulement, le Ming Tang et ses salles, au lieu d'être des carrés parfaits, furent des rectangles plus ou moins allongés, le rapport des côtés de ces rectangles variant suivant les différentes dynasties, comme la mesure de la hauteur du mât du char dont nous avons parlé précédemment en raison de la différence des périodes cycliques avec lesquelles ces dynasties étaient mises en correspondance. Nous n'entrerons pas ici dans les détails à ce sujet car le principe seul nous importe présentement. Petite note. Pour ces détails, on pourra voir M. Granet dans La pensée chinoise. La délimitation rituelle d'une ère, telle que celle du Ming Tang, constituait proprement la détermination d'un templum au sens primitif et étymologique de ce mot. Voir Aperçu sur l'initiation. Fin de la note. Le Ming Tang avait 12 ouvertures sur l'extérieur, 3 sur chacun de ses 4 côtés, de sorte que, tandis que les salles du milieu des côtés n'avaient qu'une seule ouverture, les salles d'angle en avaient 2 chacune. Et ces 12 ouvertures correspondaient aux 12 mois de l'année. Celle de la façade orientale, aux 3 mois de printemps, celle de la façade méridionale aux 3 mois d'été, celle de la façade occidentale aux 3 mois d'automne et celle de la façade septentrionale aux 3 mois d'hiver. Ces 12 ouvertures formaient donc un zodiaque. Petite note, cette disposition en carré représente à proprement parler une projection terrestre du zodiaque céleste, disposée circulairement. Fin de la note. Elle correspondait ainsi exactement aux 12 portes de la Jérusalem céleste, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, qui est aussi à la fois le centre du monde et une image de l'univers sous le double rapport spatial et temporel. Petite note. Le plan de la Jérusalem céleste est également carré. D'autre part, le temps est d'ailleurs changé en espace à la fin du cycle, de sorte que toutes ces phases doivent être alors envisagées en simultanéité. Fin de la note. L'empereur accomplissait dans le Ming Tang, au cours du cycle annuel, une circumambulation dans le sens solaire, se plaçant successivement à 12 stations correspondant aux 12 ouvertures, et où il promulguait les ordonnances, Yu Ling, convenant aux 12 mois. Il s'identifiait ainsi successivement aux 12 soleils, qui sont les 12 Adityas de la tradition hindoue, et aussi les 12 fruits de l'arbre de vie dans le symbolisme apocalyptique. Petite note. Voir le roi du monde et le symbolisme de la croix. Fin de la note. Cette circumambulation s'effectuait toujours avec retour au centre, marquant le milieu de l'année. De même que lorsqu'il visitait l'Empire, il parcourait les provinces dans un ordre correspondant et revenait ensuite à sa résidence centrale. Et de même aussi que, suivant le symbolisme extrême oriental, le Soleil, après le parcours d'une période cyclique, qu'il s'agisse d'un jour, d'un mois ou d'une année, revient se reposer sur son arbre, qui, comme l'arbre de vie, placé au centre du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste, est une figuration de l'axe du monde. On doit voir assez clairement que, en tout cela, l'empereur apparaissait proprement comme le régulateur de l'ordre cosmique même, ce qui suppose d'ailleurs l'union, en lui ou par son moyen, des influences célestes et des influences terrestres qui,
ainsi que nous l'avons déjà indiqué plus haut, correspondent aussi respectivement, d'une certaine façon, aux déterminations temporelles et spatiales que la constitution du Mingtang mettait en rapport direct les unes avec les autres. Petite note, ce milieu de l'année se situait à l'équinoxe d'automne quand l'année commençait à l'équinoxe de printemps, comme il en fut généralement dans la tradition extrême-orientale, bien qu'il y ait eu à cet égard, à certaines époques, des changements qui ont dû correspondre aux changements d'orientation dont nous avons parlé plus haut. Ce qui est d'ailleurs normal en raison de la localisation géographique de cette tradition, puisque l'Orient correspond au printemps. Nous rappelons à ce propos que l'axe est-ouest est un axe équinoxial, tandis que l'axe nord-sud est un axe solsticial.